Bonjour, alors cette vidéo fait suite à la précédente confinement 3, ou continuité 3 plutôt. On étudie un autre croisement de drosophiles. Ces drosophiles, cette fois, diffèrent par deux caractères toujours, c'est toujours du dihybridisme. D'une part, la longueur des ailes, comme dans l'exemple précédent. Donc ici, on a une mouche aux ailes longues et ici une mouche aux ailes vestigiales. Mais le deuxième caractère est la couleur des yeux. Donc ça, c'est la couleur qu'on va appeler la couleur normale, cyan en l'occurrence. Et ça, ce sont des yeux mutés, enfin résultant d'une mutation, des yeux rouges. Donc, on va pas apprendre encore une fois ces notations qui me paraissent trop compliquées pour vous. On va donc ici dire que la mouche a un phénotype aile longue et œil normal. Et puis ici, aile de type vestigial et les yeux de couleur rouge. Ça donne 100% d'individus, donc je rappelle que ça prouve que les parents étaient de lignée pure, 100% d'individus qui ont les ailes longues et les yeux de couleur normale. On en déduit que le génotype le phénotype de cet individu est grand L puisque dominant et grand N pour normal puisque dominant également pour les yeux. Ce qui nous permet de déduire les phénotypes des parents. Ce parent-là, longue normale, c'est le même phénotype, et l'autre parent, récessif, VG et petit r. On peut en déduire que ce parent, puisqu'il est homozygote, c'est-à-dire de lignée pure et LN barbare LN, et que cet autre individu est VGR, ce qui donne des hybrides LN obtenus de ce parent, VGR obtenus de ce parent. Donc vous voyez qu'on n'a plus besoin de faire tout le raisonnement avec l'écriture des garnitures chromosomiques, etc., pour le premier croisement et d'envisager différents cas parce que ça ne sert à rien pour la première génération. On va le voir sur la deuxième génération. Alors, deuxième génération, ou plutôt croisement test, toujours pareil, un individu issu des parents, donc un hybride F1, que l'on croise avec le parent 2, c'est-à-dire ce parent. On obtient 4 phénotypes. Donc on sait que 4 phénotypes, c'est quand les gènes ne sont pas liés. Or, on voit que ces phénotypes ne sont pas du tout dans des proportions égales et qu'on se rapproche deux phénotypes seulement. Ces pourcentages sont très très faibles par rapport à la totalité. On en déduit que les gènes sont liés, mais qu'il va y avoir des échanges, quelques échanges par crossing over. Donc on a tout de suite la seule hypothèse à démontrer qui va être, donc comme on obtient 4 phénotypes, on en déduit que ce sont des gènes liés, mais comme ce sont 4 phénotypes non équiprobables, notre hypothèse unique sera des gènes liés, mais avec crossing over. Alors, on a écrit précédemment les génotypes des deux individus. Donc, gènes liés, 2 barres, on va pouvoir représenter la garniture chromosomique. Donc, première barre LN, deuxième barre VGR. Alors, on va avoir besoin cette fois-ci de distinguer les deux chromosomes homologues par des couleurs, comme on l'a fait avec la méiose, un rouge, un bleu, origine paternelle, origine maternelle. Par contre, pour l'autre parent, qui ne présente pas qui ne va pas présenter de crossing over, puisqu'il est homozygote, on ne va pas s'embêter avec de la couleur. Les génotypes des gamètes vont être de 4 types. Alors tout d'abord, les deux types
parentaux, et puis les gamètes recombinés. Donc là, il faudra faire des schémas de méiose pour montrer comment on passe de ça à ça. Là, je l'ai un peu indiqué avec la couleur, mais il faudra le représenter avec des schémas de méiose judicieusement choisis. On ne fera pas toutes les étapes, mais les étapes essentielles à la compréhension. Pour l'autre parent, c'est toujours le principe du parent P2. Il fabrique un seul type de gamètes, des gamètes VGR. Pour obtenir génotype DF1 et phénotype DF1, il va donc falloir faire un échiquier de croisement, puisque on a 4 types de gamètes pour les F1. Je l'ai directement placé de telle manière à pouvoir construire le tableau de cette manière. On a donc des individus de phénotype parental, aile longue et corps normal, et yeux normaux. C'est donc ceci. À 46%, j'ai fait la somme et j'ai rapporté les 144 à la somme des mouches obtenues. Pour le deuxième phénotype parental, eh bien, on a cette fois 45%. Pour les gamètes recombinés, on a des faibles pourcentages, et donc les phénotypes recombinés représentent peu de pourcentage, 17 et 13 sur 300 et quelques, donc 5 et 4%. Faites attention quand vous arrondissez que le total de vos chiffres arrive à 100. On en déduit qu'il y a eu brassage intrachromosomique cette fois par crossing over. Je rappelle qu'il faut le démontrer avec des schémas et que les gènes sont liés mais imparfaitement puisqu'ils peuvent s'échanger entre les chromosomes. Alors ces échanges, on voit leur source, ce sont les chiasmas qui existent en prophase. Alors on parle ici dans votre livre de tétrade, nous on a parlé de bivalence, c'est la même chose. Les crossing over sont indiqués sur ce schéma par des flèches rouges sur 3 des chromosomes et les centromères par des flèches vertes. Donc vous voyez ici que ce sont des chromosomes, c'est une paire ici de chromosomes qui a le centromère presque au bout du chromosome, celui-ci aussi, et que dans ce cas-là, il y a beaucoup de chiasmas qui se réalisent au niveau des chromosomes. Vous avez ici différents couples d'allèles. Attention, ce ne sont pas des écritures de génotype, mais des couples d'allèles. Donc, vous reconnaissez les ailes vestigiales et puis d'autres caractères que l'on n'a pas étudiés, avec des pourcentages de recombinaison qui sont variables. Alors, ça n'est pas au programme, mais ce serait bien que vous réfléchissiez à pourquoi. Dans certains cas, on aura jusqu'à 37% de recombinaison et dans d'autres cas, seulement 8%. Essayez d'imaginer avec cette figure le pourquoi. On en discutera. Dans votre livre, un schéma qui me semble bien compliqué concernant les chiasmas. Donc une mise en commun avec des protéines qui relient les deux chromosomes, qui s'échangent par la suite. Ça me semble trop compliqué. On fait des schémas comme on l'a vu en méiose. Et puis, on a des gamètes recombinés. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on a quasiment la même proportion aux erreurs de comptage près. Pour les gamètes parentaux, ils sont équiprobables entre eux. Donc, ils ont tous les deux plus de 25%. Et les gamètes recombinés ont à peu près la même proportion équiprobable entre eux. Ça arrive trop vite. Donc, on peut conclure sur la notion 67 et se demander, puisqu'un cycle cellulaire, c'est l'alternance méiose et fécondation, on a vu les brassages lors de la méiose, est-ce que la fécondation crée aussi de la
diversité. Merci de votre attention.